Chers amis, on va finir sur un avenir que je voudrais un petit peu plus facile, tant pour les gouverneurs que pour les clubs. Ce qui pourrit la vie des clubs, et ce qui pourrit les amis délégués de commission, ce qui pourrit une année 2004-2005 pour un gouverneur que je voudrais sereine, ce sont toutes les petites querelles intestines, toutes les incompréhensions qu'il y a dans un club ou dans une association. C'est pour ça que j'ai demandé à mon secrétaire préféré de vous entretenir de la gestion des conflits. Oui, ça fait pas longtemps que tu l'as demandé. Alors je vais essayer, parce que le temps m'est compté. Étant donné que l'expression gestion des conflits est relativement récente et qu'elle a évolué depuis mon plus jeune âge, je vais partir d'une définition relativement ancienne, celle que l'on trouve par exemple en 1743 dans Trévoux. Conflit, choc de plusieurs personnes armées qui font bien du bruit avec leurs armes. De conflictus, choc, heurts, configurer, se frapper, se heurter. Selon ces termes, deux conflits ont marqué mon enfance. Le premier rimait avec Boche, commandanture, conflagration, Deuxième Guerre mondiale. Le second se tramait, sourdissait, et oui, dans la chambre de mes parents. Ça s'est terminé par la libération de Paris, le passage du général de Gaulle à Nevers, la naissance de deux petits frères et l'attente comblée d'une petite sœur. Et après tout ça, eh bien la paix s'est installée sur le pays, mais mes parents ne s'entendaient toujours pas. Ils se disputaient tout le temps. Il y avait dans l'air une certaine tension, une certaine Spannung, comme disent les teutons. J'y voyais la cause de mon angoisse. À l'école, on m'apprenait à faire des prières pour que le petit Jésus les entende et qu'il ne se dispute plus. On m'a dit par la suite que ça s'appelait un conflit conjugal. Un conflit, ça a un sens propre. Un sens propre comme quand Robin des Bois attaquait le château du prince Jean. Et ça a un sens figuré. C'est une rencontre provoquant une opposition de sentiments contraires. Ça, c'est déjà plus technique. Pile au poil, c'est exactement ce qui se passe 2 fois par mois dans mon club. Un conflit, il y en a un à chaque seconde. Mais ça ne se résout pas par la prière, ça ne se résout pas par des trucs que l'on a inventés depuis, comme la pilule du bonheur, les neuromédiateurs. On disait souvent, dans les années 60, que ça devait se résoudre par un drôle de truc encore qui s'appelle la psychanalyse. Mais on disait aussi le contraire, d'ailleurs. Le X, c'est qu'il y a 36 millions de manières de traiter le conflit. Et elles s'organisent, ces manières, autour de 2 pôles, ou bien on les traite par-dessus la jambe, on les évacue, on les refoule, on en nie l'existence, ou bien on apprend à les gérer. Et comme il n'y avait pas de solution rationnelle pour parvenir à gérer, à résoudre le problème, il m'a fallu renoncer à la mathématique pour arpenter les chemins tortueux de ce qu'on appelait alors les sciences humaines. Alors je me les suis envoyés, comme on dit, taper, farci tous les médecins de l'âme, tous ceux qui se préoccupent sérieusement de gérer ces conflits. Depuis Aristote jusqu'aux moralistes, de Malherbe à La Rochefoucauld avec une préférence pour La Fontaine. Depuis Galien
jusqu'à Mesmer, jusqu'à l'abbé Faria, jusqu'à un certain Freud, jusqu'à un Français qui s'appelait Lacan. Car on est bien passé, au fil des années, de ce tintement de ferraille qui a donné naissance au mot, à ce qui provoque la bagarre, ce que nous appelons la pulsion de mort, ce qui me poussait dans l'enfance à aller voir et à adorer les films de Robin des Bois et d'Ivanhoe. Le conflit, ça est, ça ne peut pas ne pas être, tout au plus ça se gère et par conséquent, il faut savoir le gérer. Le sujet n'est pas nouveau pour moi, rien ne devrait m'empêcher de vous en parler utilement pendant moins de 20 minutes. Gérer, c'est se charger de quelque chose, c'est le prendre à bras-le-corps. Et ça, c'est comme ça depuis toujours. Gérer les conflits, c'est plus moderne. Ça se disait à peine en français dans les années 70. Un certain John Rawls, à l'époque, prétendait asseoir définitivement sa théorie de la justice sur la résolution des conflits par le consensus. Et il essayait de déterminer les conditions d'acceptabilité de cet accord, de ce consensus entre les parties, qui est le seul remède possible au conflit, considéré alors comme une maladie. Ces conflits d'action et de croyances que les sociologues essaient de régler sur une grande échelle, nous les rencontrons quotidiennement dans notre vie de famille et dans notre vie de club. Comment les faire déboucher sur un accord entre les protagonistes? Eh bien, les moyens d'aboutir à cette réponse consensuelle ne sont pas formulés de la même manière par tout le monde. Et en particulier, ils ne sont pas formulés de la même manière par ceux que je suis habitué à fréquenter, qu'on appelle les psychanalystes, et puis ceux que j'appellerais, pour ne froisser personne, disons les psychosociologues, de façon à ce que vous puissiez tous, ces personnes, s'assimiler à eux. Eh bien, un seul point fera l'unanimité entre nous tous, c'est qu'un conflit, ça ne se règle pas par la théorie, ça se règle par la pratique. Mais commençons déjà par ceux que j'appelle les psychosociologues, que je prétends connaître très mal. Ce sont les pédagogues, les enseignants, les sociologues, les amis qui s'occupent de la formation des lions, ma femme, l'adolescent que j'ai été. Bon, en dépit de solides points de divergence entre leur doctrine et la mienne, ils ne disent pas que des sottises. J'ai noté 3 directions dans lesquelles ils s'orientaient habituellement, qui correspondent aux 3 grands aspects de la doctrine Lyons telle qu'elle apparaît dans notre LIONS. Première direction, celle de la discussion. La discussion, c'est un terme juridique. On discute des questions, des affaires, des héritages, on en fait un examen exact et en détail, et on espère ainsi résoudre le problème, dissiper le malentendu. Éthiquement, c'est parfaitement recevable. Le moins charitable des bénédictins vous le dira, discutez-en ensemble et vous verrez, tout finira par s'arranger. Ainsi, lorsque se soulève le vent de la discorde, n'essayez pas systématiquement de le barrer. Laissez plutôt s'installer la disputatio. Les anciens avaient bien raison de prôner cette méthode pour venir à bout des querelles, qu'ils appelaient aussi la discussion, comme il disait, la discussion, la dissipation du brouillard. On en a fait en français un proverbe. De la discussion jaillit la lumière. C'est par un échange de points de vue, une confrontation des idées et des opinions, qu'on peut approcher la vérité. La seule condition qu'on y mettra, c'est de bannir une position qui rendrait la gestion des conflits totalement impossible, celle qui consisterait à prétendre qu'on n'a pas besoin de chercher la vérité parce que cette vérité, on la connaît, on la possède déjà. C'est une position qu'un lion n'a pas le droit de tenir. Premier point de la doctrine Lyons, éthique de la liberté. Deuxième direction qui s'adresse davantage à la logique de Port-Royal. Il s'agit de faire un usage convenable, correct des principes rationnels. En d'autres termes, appelez un mathématicien, il vous dira ce que c'est que le penser juste. Vous savez, c'est assez récent, il n'y a guère que depuis Descartes qu'on compte sur la mathématique pour dissiper le doute méthodique. Moi, je préférerais appeler à la rescousse le sage. Le sage, c'est celui qui possède à la fois la sagesse théorique, la sophia, visant à la connaissance pour elle-même, et la sagesse pratique, la phronésis, qui veut dire la prudence qui doit toujours guider notre conduite dans la vie.
Ainsi, ce sage, s'il laisse s'installer la discussion pour que se lève le brouillard, reste prudent et modéré dans ses interventions. Car il faut bien l'arrêter à un moment donné, la discussion. Et c'est là qu'on va voir venir à l'œuvre la qualité du leadership, comme ils disent outre-Atlantique. Eh bien, mes amis, dira le bon leader, nous avons là une joute oratoire de qualité, mais le moment est venu d'y mettre fin. Bouclez là, les amis, on a d'autres choses à faire. Second point de la doctrine nuance, éthique de l'intelligence. Troisième direction, qui s'étaye sur le renouvellement du contrat politique et social. Évidemment, c'est la direction qu'empruntent les politiques et leurs interlocuteurs naturels, les représentants du peuple. Et au premier chef, les Lions Club international. En effet, le renouvellement du contrat politique et social est une nécessité absolue pour ce troisième point de la doctrine Lyons que nous appelons tellement à point la sauvegarde de nos nations. Bien sûr, sauvegarde de nos nations, vous savez tous ici, ça ne veut pas dire les nations des nationalistes, pratiquement toujours divisées en ordre et en classes. Il s'agit des nations unifiées, comme aurait dit un Sieyès. Dans ce cas, si la nation est bien une persona ficta douée de droit à l'autodétermination, à l'expression culturelle et au développement économique, ça c'est la définition des États-Unis, eh bien moi je peux à ce moment-là l'assimiler au jeu de Descartes ou au jeu de Freud, comme vous voudrez, à votre guise. En tout cas, c'est ce qui doit advenir. Le jeu, c'est ce qui doit advenir dans la psychanalyse, mais le jeu, ou ma nation, si vous voulez, c'est ce qui doit advenir dans ma vie, sinon ma vie est un néant, elle n'est rien du tout. Voilà pourquoi les nations doivent être sauvegardées et que nous devons en permanence nous intéresser à ce qui se passe du côté du renouvellement du contrat social. Quand au fond de la salle, nos deux intellectuels favoris sont en train de s'étriper sur les mérites respectifs et leurs erreurs aussi de Proudhon, de Karl Marx, de Gracchus Babeuf, il est probablement prudent de remettre la clôture du débat au lendemain. En revanche, quand des nations entières, asiatiques, africaines, européennes, entrent dans notre grand club service, nous ne pouvons pas gérer les conflits probables et inévitables par l'ignorance et par le mépris. Si vis pacem parabello, nous devons nous préparer à les affronter. Et alors, et les psychanalystes? J'en entends beaucoup qui pensent, mais Pierre ne nous a rien dit, il ne nous a rien dit que nous ne sachions déjà. Philippe avait pourtant insisté, reste dans le concret, ne nous parle pas d'Aristote et de Platon. Ah, mais là, détrompez-vous. Le concret, je suis en plein dedans. Certains d'entre vous méditent déjà sur les trois clés que notre expérience nous donne à tous et que je viens de rappeler. Il y en a peut-être quelques-uns qui pensent que le concret, ce serait de parler du dernier conflit qui s'est exprimé dans notre club. Ou bien que je leur dise comment finalement ça s'est arrangé entre mon papa et ma maman. Eh bien, ils se mettent complètement le doigt dans l'œil. Ceux qui connaissent mon histoire comprendront d'ailleurs tout de suite que je parle absolument sans ironie. Car ces conflits se déroulent sur une scène dont ils ne peuvent pas sortir. Ils se déroulent sur la scène de l'imaginaire. Et pour peu que je me montre un tant soit peu convaincant, vous allez venir avec moi pour tenter de réconcilier papa et maman dans leur tombe, car leur conflit perdure et perdurera toujours. Et ce n'est pas faute d'avoir été accompagné, voire entretenu par des amis et des médecins compatissants. En ce qui me concerne, j'ai eu beau me colquiner toutes ces années d'humanité et de science, je n'ai rien pu changer pour eux. Et c'est là où je veux en venir de la gestion des conflits, c'est que si j'ai pu quelque chose changer dans cette gestion des conflits, c'est par moi et pour moi seul, et si cela a été aperçu de quelques-uns, disons, c'est seulement de quelques membres de ma famille ou de quelques membres de mon club, puisque j'ai décidé une bonne fois pour toutes que ma famille ou mon club, c'était exactement la même chose. Je vais donc vous dire très peu de mots, mais quelques-uns quand même, de la gestion des conflits et de la psychanalyse.
le conflit des pulsions. Oh là là, un thème bien théorique. Ça, c'est un mot de psychanalyste, le conflit des pulsions. Pour être plus près de ce qu'on peut penser, dans les milieux médicaux, vous avez peut-être déjà entendu parler de la différence d'approche entre les psychothérapeutes et les psychanalystes. Ce serait un peu compliqué à vous expliquer, parce que ça aussi c'est une question de doctrine. Mais pour simplifier, on va dire les choses comme ça. Disons qu'un psychothérapeute, on est tous, des psychothérapeutes, ce sont des gens de bonne volonté, mais qui ressemblent un peu à ces psychosociologues dont je parlais tout à l'heure. On reconnaît un psychothérapeute à quoi? À ce qu'il a toujours un bon conseil à vous donner. Il a un avis sur l'origine de vos conflits, sur la manière la plus astucieuse de les résoudre. Puis, on dirait même qu'il n'a pas envie d'en entendre parler de vos conflits, qu'il faudrait presque les masquer, les voiler, les faire disparaître. Ça, c'est une maladie que les médecins ont attrapée à Kos, en Grèce, vous savez, au temps d'Hippocrate. J'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Dans quelques maisons que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur, et surtout de la séduction des femmes et des garçons libres et esclaves. Ça, c'est le serment d'Hippocrate. Il y en a un certain nombre qui l'ont prononcé à voix haute. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Les conflits dans ces conditions, comment voulez-vous que je m'en occupe? C'est défendu. Et à quoi on reconnaît un psychanalyste? Moi non, fais pas la barbe. Le psychanalyste, il vous dit rien. Moi aussi, vous le savez qu'il vous dit rien. Enfin, c'est pas tout à fait exact, parce que si vraiment un psychanalyste, il vous disait rien, ce serait pas un vrai psychanalyste, ce serait un psychothérapeute, si vous voulez, dans ma version de tout à l'heure, qui se prendrait pour la sphinge de Thèbes. Vous savez, c'est celle qui bouffait les gens après leur avoir posé des questions quand ils répondaient pas. Il vous dit rien. Pourquoi, le psychanalyste? C'est pas la sphinge de Thèbes, lui. C'est parce que il sait que la réponse, ce n'est pas lui qui la détient, que c'est vous qui la détenez, et que vous ne savez pas encore, ou tout au moins, vous ne savez pas encore pourquoi vous la détenez. Et si par hasard vous n'étiez pas d'accord avec moi, que vous pensiez que le conflit c'est une tare à laquelle vous échappez, qu'il n'y a que les autres qui ont des complexes d'Oedipe, et que vous n'en avez pas, eh bien, ne venez pas me demander à moi pourquoi vous n'êtes pas toujours d'accord avec vous-même, ou pourquoi vous avez des angoisses. Allez plutôt, à ce moment-là, piaffer à la porte d'un psychothérapeute qui sera forcément inefficace à cause de votre position, ou d'aller incendier les amis du club en disant décidément, ceux-là, mes amis du club, ils n'y comprennent rien. Il n'y a que moi qui comprends. Croyez-moi, vous n'aurez pas la réponse. La réponse, il va falloir que vous en accouchiez, comme disait Socrate. Mais laissons là les conflits pulsionnels du psychiatre et abordons plus directement les conflits des lions. Le Lions Club international comme lieu d'épanouissement du sujet. C'est sérieux ça, C'est pourtant pas la première fois que vous me l'aurez entendu dire. Et c'est pas la dernière non plus. Je vois vraiment pas pourquoi je m'efforcerais de respecter toutes les règles du Code des Lions si je ne voyais pas, dans mon appartenance au lionisme et dans le respect de ces règles, une occasion d'épanouissement personnel. Ça fait longtemps que je serais parti. Sur ce plan, et sans vraiment qu'il le sache, le nouveau lion que vous intronisez arrive dans votre club avec ce qu'on appelle sa personnalité, c'est-à-dire avec ses conflits pulsionnels, plus ou moins résolus. En principe, vous aurez évacué les pires, les personnages à haut risque, qui auraient des problèmes tellement importants que le club ne pourrait pas les supporter. Mais néanmoins, vous savez bien, quand un ami se met à disputer sur l'incurie de nos gouvernants, sur l'incompétence des médecins, sur le peu de validité de l'expérience freudienne, enfin, tout va mal, quoi. Pourquoi? C'est parce qu'il est en souffrance et que peu ou prou, il compte sur cette morosité de son discours pour atténuer les effets de cette souffrance. Et
ce conflit. Alors, qu'est-ce qui importe dans un conflit? Il y en a quelques-uns qui se demandent si un conflit c'est normal ou si c'est pathologique. Moi, je m'en fous de savoir si c'est normal ou si c'est pathologique. Ce qui m'importe, c'est qu'un conflit, ça en vient aux mains, ça fait du bruit, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça fait du mal, ça provoque la mort. C'est un symptôme, ça a des avantages et des inconvénients. Mais le symptôme, pourquoi il y a du symptôme? Parce que le symptôme, ça tout le monde est d'accord là-dessus, c'est une tentative de guérison de la souffrance. C'est une tentative de guérir l'angoisse qui est générée par le conflit des pulsions. C'est pourquoi les médications purement symptomatiques, on dira par exemple les anti-angoisses, on pourrait fabriquer des médicaments qui s'appelleraient les anti-conflits dans les clubs Lyons. Et de toute façon, ces médicaments auront toujours mauvaise réputation. Parce que si on accorde au conflit sa véritable valeur, il est là pour périr, hein, eh bien, il faudra le laisser aller, ce conflit, jusqu'au changement qui améliorera la situation. J'espère qu'il n'y a pas trop de gardiens de la paix dans la salle. Mais je ne suis pas en train d'en appeler à la révolution. Je suis en train d'en appeler au changement que nous, les Lyons, nous voulons encourager. Parce que le Lyons Club international est une structure de groupe. Vous savez, les structures de groupe se veulent avant tout des structures coopératives, mais elles sont toutes en même temps que coopératives conflictuelles. Et ça, vous pouvez tous en témoigner. C'est ce que disait Philippe à l'instant. Le conflit, c'est ce qui pourrit. C'est notre pulsion de mort de groupe, si vous voulez. Alors, certaines de ces structures de groupe sont dites par les experts de la théorie des jeux, on appelle ça les structures de groupe à somme nulle ou négative. Alors, somme nulle, par exemple, c'est les grandes écoles, le PMU. Bon, ça, c'est des structures à somme nulle. Ce que les perdants ont perdu, c'est les gagnants qui l'empochent. Bon, structure à somme négative, c'est les combats de gladiateurs, par exemple. C'est-à-dire, il y en a un qui survit, puis il y en a un qui meurt. Il y en a quand même un de moins. Ces structures sont à dominante conflictuelle. Ce qui nous donne un avantage sur ces structures-là, dans le lyonisme, c'est que nous sommes une structure à somme positive, c'est-à-dire que nous sommes là pour créer, promouvoir et encourager. Donc, il doit y avoir un plus. Après, il y en a plus qu'avant. C'est pourquoi on y met l'accent sur l'aspect coopératif. Ce que j'aime bien appeler l'effet de gourdin. Vous savez qu'un club, c'est un gourdin à l'origine. C'est ce que nous appelons aussi la solidarité et l'entraide. Et puis éventuellement, je pourrais même vous expliquer que ça doit s'appeler sel. Mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec solidarité et entraide. Parce que le sel, c'est la fonction de la vie. Et que le sel, c'est justement ce qui nous transforme d'animal en homme. Enfin, il y a des tas de gens qui ont démontré ça. Ça ne veut pas dire pour autant que l'aspect conflictuel n'existe pas dans nos clubs. Et il ne suffit pas de mettre en avant l'argument dit de l'aveugle et du paralytique, qui dit que puisqu'on est là pour coopérer et que on n'a pas d'intérêt commun, puisqu'on est tous issus de professions différentes, etc., on va forcément coopérer. Mais n'en soyez pas si sûrs. Il y a un autre proverbe d'ailleurs qui dit que si l'aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux. Je vais vous en donner un petit exemple. L'autre jour, il y a eu un désaccord dans le club sur l'opportunité de mener une action à bien. Bon, le président a dit, bon, on va mettre ça au vote de l'Assemblée. Mais il y en a qui n'étaient pas d'accord. Alors, il y a un ami Lyon qui n'est pas tombé de la dernière pluie, il a décidé de gérer le conflit sans entrer en conflit avec son président de club. Il a dit, on ne va pas fâcher 2 ou 3 amis qui sont de bons lions pour imposer prématurément une action, quelle qu'en soit par ailleurs l'opportunité.
ni aveugle, ni paralytique, mais efficace, le bougre. Ils veulent démarrer une action efficace contre telle souffrance évitable, ce sont les paralytiques. Ils n'ont pas envie de se les geler à la collecte de la Noël parce qu'ils ne voient pas à quoi ça pourrait servir. Ce sont les aveugles. Quelle est la meilleure façon de gérer le conflit? C'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est d'acheter des poêles. Ben oui, pour faire la collecte au chaud. Ben évidemment. Enfin, nous approchons du terme des 20 minutes et vous commencez à vous apercevoir que je ne connais aucune méthode infaillible pour gérer les conflits. Et encore moins de méthode infaillible pour les résoudre. Mais ne soyez pas trop certains de la vacuité de ce que je viens d'essayer de vous dire. Vous avez vu poindre les conclusions auxquelles nos formateurs et leur sage expérience nous conduisent, même si je les ai ici un petit peu trop librement convoqués. Premièrement, je cherche la vérité, je ne la connais pas. Deuxièmement, je n'ai pas peur de laisser s'installer une libre discussion. Troisièmement, je ne veux pas la guerre, donc j'apprends à stopper celui qui va trop loin. Quatrièmement, je mets néanmoins tout en œuvre pour créer les changements nécessaires à leur résolution, tant dans ma famille, que dans mon club, que dans ma cité. Et puis, je vous ai aussi laissé entendre que je connaissais un moyen de mettre en place une arène pour parvenir au moins à les gérer. Il s'agit, comme vous vous y attendiez, d'une arène éthique. Il y a 10 ans, je vous aurais bien proposé de venir faire une psychanalyse avec moi, mais l'âge aidant, vous savez que sur ce plan, je suis quelque peu empêché. Mais construisons une arène ensemble. L'aréna, latin, c'est le sable que l'on met sur la piste pour que ceux qui tombent se fassent moins mal. Nous devons créer cette arène, non pas pour des tournois ou des Jeux olympiques, non pas pour qu'on ait à la laver du sang des gladiateurs. Nous devons la créer pour que s'y déroule à partir de l'amitié et de l'amour, et même au prix de quelques blessures narcissiques, un forum de pleine, entière et libre discussion de tous les sujets d'intérêt général. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis conquis, parce que vraiment, c'est la première fois que dans un congrès, sur un sujet qui est quand même un petit peu délicat, il y a une attention que peu de fois j'ai vue dans un congrès. Vous pouvez encore l'applaudir.